Magali, merci beaucoup. Dis donc, je rougis, à la fois pour ma lumière qui est un peu trop forte que par tes propos, je dois dire. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça fait plaisir. J'ai, Maxence aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai une petite pression là, hein, tout assumé que je vais bien gérer. Donc je suis ravi d'être virtuellement, malheureusement, parmi vous ce soir. On m'avait donné comme continue jusqu'à 20h. Bon, 1h10 pour un sujet dont je pourrais parler pendant 2 jours, ça va être assez compliqué. Donc attachez toutes et tous vos ceintures. J'espère que le dîner n'est pas prêt, parce que sinon il va cramer, je pense, sur la casserole. Euh, on risque de déborder un tout petit peu, hein. Sachez que, bonne nouvelle aussi, je vous rassure, l'équipe de Magali, je leur remettrai le support de mon intervention. Ok, donc soyez relax, soyez zen, prenez les notes, soyez surtout bien concentrés avec nous ce soir. Ça va aller assez vite. Je suis en effet un émérite amateur triathlète, donc j'aime bien le sport d'endurance. Là, c'est plutôt le sprint, donc c'est pas forcément ma discipline de prédilection. J'ai plus les jeunes cannes que j'avais quand j'avais 15 ans. Euh, donc je vais quand même devoir aller assez vite avec vous ce soir, même si j'aurais préféré qu'on prenne toute la soirée pour parler d'un sujet assez fort que celui que je vais aborder avec vous, sur des dimensions clients, dimensions marketing. Bon, vous direz, il y a un programme assez chargé. Bon, je vais pas forcément me présenter parce que j'ai juste une petite photo tellement que j'ai déjà été bien présenté. Voilà, c'est un petit souvenir de l'Ironman l'année dernière. Ouais, voilà, sur le remblai, vous reconnaissez. Euh, Bon, j'étais pas premier, hein, je vous rassure. Euh, voilà, donc un petit flashback là aussi qui me fait plaisir. C'est vrai que j'ai pu faire qu'un seul triathlon cette année, c'était à Royan. Le seul qui a survécu à la Covid. Sinon, ils ont tous évidemment été annulés. Celui des Sables, on le sait, a changé de date, hein, il a été décalé. Bon, ma présentation était très très bien faite. Nous, c'est vrai que ça fait Séverine, service des sports, dit de face ou de dos. Ah, ça, c'est dur, ça. Non, non, je suis bien là. J'aurais pu ramener mes lunettes ce soir, hein, je ne l'ai pas fait. Bref, donc voilà, en effet, bon, à part que je sois un sportif, on s'en moque un petit peu. Ce qui est intéressant de savoir me concernant, c'est ce qui a été dit finalement par Magali à l'instant, c'est qu'on intervient depuis un peu plus de 10 ans maintenant auprès des prestataires touristiques, à la fois des gens en reconversion qui vont créer des hébergements, des lieux de visite, des restaurants, et puis aussi beaucoup maintenant les acteurs déjà en activité, pour qu'ils se posent des questions sur leur positionnement, sur leur stratégie, sur leur marketing, sur leur référencement, bon, sur pas mal de sujets. Et c'est vrai que j'interviens pour l'Académie du tourisme à la région du coup Pays de la Loire, donc des formations une qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs à La Roche, dans Vendée le 30 novembre, qui a été du coup évidemment maintenant en mode virtuel, et puis il y en a d'autres, je crois, qui vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Programme de la soirée, me concernant, assez dense, hein, je l'ai dit, c'est l'apéro, entrée, plat, dessert. Magali avait prévu pour vous un petit buffet, bon, moi je l'ai transformé en buffet virtuel, donc il y a largement ce qu'il faut à boire et à manger par rapport à mon intervention. Première chose dont on va parler ensemble, un focus sur le changement d'attente et le comportement des voyageurs. Des choses qui ont été très très bien dites, donc ça va me permettre aussi de gagner un petit peu de temps sur certaines de mes diapos. Je vais passer plus de temps sur d'autres du coup, qui n'ont pas forcément été dites précédemment par Magali et Maxence ou Joël. On va avoir ce petit focus-là intéressant en introduction. Ensuite, on parlera, et là aussi ça a été dit, mais comment, avec un outil que je vais vous proposer, qui peut être très pratico-pratique, très concret pour vos structures, comment vous pourriez peut-être faire évoluer votre positionnement. Et quand je dis pourriez, parce que ce n'est pas indispensable non plus, encore une fois, on a de tout là autour de notre soirée virtuelle. On a du camping, on a de la chambre d'hôte, on a du commerce, on a de prestataires de loisirs. Donc, ce qui est parfois compliqué pour moi quand je suis en posture là de conférencier, ce qui est moins le cas quand je suis en formation avec 5 ou 10 personnes, c'est que là, je vais vous donner plein, plein, plein d'outils, plein de méthodes, plein de conseils, mais ça sera à vous de faire le job du tri. Hein. Pas du triathlon, hein, du tri, de la sélection. Hein. Donc, il y a des choses qui vont être adaptées pour certaines, plus pour d'autres, etc., etc. Donc là, je vais vous donner plein de trucs, à vous de faire le tri. Donc, je vais m'adresser à vous de manière globale, même s'il y a des moments, ça va peut-être plus toucher les hébergements, peut-être parfois plus les restaurateurs, parfois plus les activités de loisirs, mais il y en aura encore une fois pour tout le monde sur ces sujets-là. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples de belles réussites. Donc là, j'ai pris des échantillons à l'échelle nationale, à l'échelle France, hein, des choses qui ont pu fonctionner pendant le confinement et puis évidemment, surtout après, en termes de commercialisation et d'offres. Bon, question à 10 000 sur l'avenir, hein. Donc, on va sortir la boule de cristal de Mme Irma. Finalement, 2020 a été quand même fort de conseils pour l'année prochaine de 2021.
De plus en plus, on se dit que l'année 2021 ressemblera à cette année 2020. Donc pour positiver, on a été quelque part un peu chahuté, mais on a été malheureusement un peu habitué aussi à ce mode alternatif du tourisme. Donc c'est sûr qu'il va se prolonger. Voilà. On va voir de quelle manière. Il y a pour moi 2 chemins qu'on peut entreprendre ensemble, et plutôt un des 2 qui, selon moi, est bien pour la destination Vendée Grand Littoral. Et puis petit bonus peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça dépend aussi du temps qu'on a ensemble ce soir. J'ai un petit bonus à vous proposer. Au pire, si je ne peux pas le faire, je répète, vous aurez les slides, vous aurez les diapos, donc vous pourrez toujours réviser le petit bonus que peut-être Magali voudra couper le micro tout à l'heure, en fonction, on verra du temps qui me restera. Alors, avant de rentrer dans le sujet, bon, je veux juste qu'on prenne un peu de hauteur. Voilà, je ne suis pas en train de vous faire un cours de yoga. Pour moi, ces 3 images sont représentatives de notre état d'esprit normalement du moment. À la fois, je vous propose qu'on soit plutôt en mode quand même un petit peu optimiste. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la métaphore du verre à moitié plein, à moitié vide. Je pense que vous êtes toutes et tous dans cet état d'esprit-là, où certes on a des galères, hein, c'est sûr, on a parfois plus de trésor, on a parfois mis nos collaboratrices, collaborateurs en chômage partiel, on ne se paye plus peut-être en tant que gérant d'activité, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est la galère, on est d'accord là-dessus. C'est le constat évident qu'on peut tous et toutes faire ce soir. Mais à ce moment-là, on arrête tout, quoi. Moi, je suis plus dans la philosophie d'avancer, de voir plutôt le verre à moitié plein et pas à moitié vide, d'être en mode plutôt combat, de se dire, OK, le pire est honnêtement, on espère, en tout cas derrière nous, il y a quand même des signaux positifs. On va voir ce qui va être annoncé pour le week-end prochain, hein, du 28 novembre. Certainement, il y a des commerces qui pourront réouvrir. Les vaccins, qu'on soit pour ou contre les vaccins, c'est un autre débat. Là, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Les vaccins ont l'air de fortement progresser, mine de rien. Donc, c'est gage aussi de confiance et d'évolution peut-être plutôt positive dans les mois prochains. Et ce soir aussi, pour moi, c'est un moment de pause pour vous. On aurait encore une fois aimé vous physiquement, toutes et tous ensemble, pouvoir boire un coup, manger un petit truc ensemble. Là, c'est un moment qui va être quand même positif, plutôt de relaxation, plutôt cool. Donc, je vois Pierre qui est bien installé dans sa chaise un petit peu longue, là, tranquille, tu as raison. Les autres, n'hésitez pas. Voilà, vous êtes à la maison, vous êtes bien, on va passer un moment ensemble. Fortement éducatif, vous allez voir, vous allez en prendre, je pense, pas mal. Donc, c'est pour ça que ça peut chahuter un petit peu. Il va falloir aussi mettre la ceinture, peut-être de sécurité. Mais on est dans cet état d'esprit-là. En tous les cas, moi, c'est ce que je veux vous proposer avec dynamisme et passion. Alors maintenant, on rentre dans la première étape de mon intervention, c'est sur les changements d'attente et comportement des voyageurs. Il va y avoir 2 temps là-dessus. Un temps, on va être en focus pré-réservation, pré-séjour. Donc là, il n'est pas encore physiquement en Vendée, il n'est pas encore sur vos belles plages, sur votre territoire. Il est en mode où est-ce que je vais aller? Donc il ne sait pas où est-ce qu'il va aller, il ne sait pas forcément déjà s'il va aller en Pays de la Loire, s'il va aller en Vendée, il pourra très bien aller plus au sud, en Charente-Maritime, en Gironde ou ailleurs. On va voir aujourd'hui comment il se comporte et comment du coup vous pouvez répondre à sa demande pour essayer de le capter, ce voyageur-là. Et ensuite, en termes de séjour, comment il se comporte. Donc là, des choses ont été très bien dites tout à l'heure par Magali, entre autres. Donc je vais réaccentuer un petit peu ses propos de manière à un petit peu illustrer aussi. Mais je pense que je vais passer un peu plus de temps sur l'aspect pré-séjour que sur l'aspect séjour pur. Donc on va voir que dans l'aspect pré-séjour, du coup plutôt l'aspect commercialisation, distribution, marketing, etc. pour vos structures, on va voir qu'il y a eu 2 catégories de sites internet d'acteurs. Ceux qui ont bénéficié de la crise du confinement. On va voir une catégorie peut-être plus inattendue qui, elle, a été un petit peu mise à mal pendant le confinement et pendant la Covid. Première chose, du coup, ceux qui ont bénéficié de la Covid. Vous allez voir, il n'y a pas de révolution pure, mais ce sont des accentuations de phénomènes que vous devez toutes et tous bien intégrer dans votre activité. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui de travailler avec ces acteurs-là sur ces dimensions-là. Première catégorie d'acteurs, sans grande surprise. Là aussi, on a vu l'effort qui a été fait par la destination à travers l'équipe de Magali sur les réseaux sociaux. J'en remets un coup pour vous, les prestataires. Les chiffres, on s'en moque. Ce qu'il faut juste bien comprendre qu'entre le vert 2019 et le rouge 2020, évidemment, il y a la croissance partout. Vous, on n'est plus en 2020, en 2021, on n'est plus en train de se dire « Ah, est-ce qu'il faut que je sois ou pas sur Facebook, par exemple? Est-ce qu'il faut que je sois ou pas sur tel ou tel canal, tel ou tel réseau social ?» Si vous la question « Est-ce qu'il faut que j'y sois? Il faut que je ne sois pas. » Vous n'avez pas le choix. Que tu sois en micro BIC, à la retraite, en meublé de tourisme, que tu aies 10 ou 50 collaboratrices, collaborateurs, tu n'as pas le choix. Il faut évidemment que tu sois présent avec ta marque sur un ou plusieurs réseaux sociaux.
Les questions qu'il faut vous poser, cher professionnel, c'est quoi? C'est de se dire déjà, sur quels réseaux sociaux? Première grosse question pas si évidente à répondre. Sachant qu'un réseau social, vous le savez très bien, c'est un boulet que tu vas traîner à la patte. Donc, c'est pas juste se dire, bah tiens, génial, ma sœur, ma cousine, ma voisine ou ma concurrente est sur une Snapchat ou sur Instagram. Génial, c'est parti, mon kiki, je me mets dessus. Évidemment, il faut faire vivre le réseau social. Il faut l'alimenter, faut réagir à des réponses, à des demandes clients, il faut l'alimenter par des posts, par des stories, etc., etc. Donc, mettez-vous dans une posture déjà, quels réseaux sociaux? Donc ça dépend de votre clientèle, évidemment. Ça ne dépend pas trop de vous, finalement. Si toi, tu es amatrice, amateur à titre perso de Twitter, par exemple, et que tes clients s'en foutent complètement de Twitter, tu ne vas pas te mettre sur Twitter à titre professionnel. Ça ne sert à rien. Donc, pensez client face à votre choix d'être sur tel ou tel canal, tel ou tel réseau social. Et pensez évidemment en interne, vous, en termes d'exploitante et exploitant de votre activité, et votre équipe, si vous en avez une. Est-ce que je suis capable ou pas d'assumer ce réseau social-là en termes de communication dans le quotidien? Ça, c'est des vraies questions. Euh, Et je répète, j'ai 2, 3 chiffres en tête que je vous donne, plutôt 2. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le Français moyen, en période de confinement, encore plus confinement 1 que le confinement 2, il passe en moyenne 2h20 à peu près par jour sur les réseaux sociaux. Waouh! Peut-être vous dites, waouh, énorme. Ah, et vous n'avez pas de dire, peut-être pour certaines c'est plus, pour d'autres c'est moins. Vos enfants peut-être plus, on ne sait pas. Mais 2h20, quoi, imaginez le délire. 2h20 qui passent sur ces différents canaux-là, à regarder une vidéo sur YouTube, à répondre à des amis sur WhatsApp, à être sur Facebook pour voir la météo, les Vendée Globe, Vendée Tourisme, etc., etc. 2h20, ça c'est la première info qui est ultra pertinente à connaître pour encore une fois comprendre que vous n'avez pas de choix, il faut être bien présent sur ces canaux-là. L'autre point fondamental pour vos destinations, c'est de se dire qu'il y a 52% aujourd'hui des voyageurs qui vont décider de leur destination sur ces canaux-là. Ce n'est pas 5%, ce n'est pas 10%, c'est 1 sur 2 qui va être inspiré par des community, par, je vais dire, des blogueurs, des influenceurs, par la famille, par des cousins, des amis, par des vrais faux amis. Vous le savez très bien, hein, les vrais faux amis sur Facebook. Hein, mais en tout cas, ils vont voir une photo, ils vont voir une vidéo, ils vont voir quelque chose, etc. Et là, boum, ah, si jamais j'allais à Talmont, si jamais j'allais à Moutier, à Saint-Hilaire, etc., etc., pourquoi pas? Donc là, il y a un boulot, quoi. À vous de gérer ces réseaux sociaux-là et peut-être à des moments d'inciter votre voyageur à aussi peut-être poster des photos sympas sur les réseaux sociaux. Hein. En tout cas, voilà, c'est des chiffres qui sont spectaculaires. Donc à vous de bien bosser ces canaux-là, c'est aujourd'hui indispensable. Leur croissance, peut-être malheureusement, hein, voilà, je ne suis pas personnellement un aficionados de trop ces canaux-là, mais à titre business, vous n'avez pas le choix, évidemment, de bien être présent sur ces canaux. Ça, c'est la première catégorie d'acteurs qui ont bénéficié de la Covid, j'ose le dire. L'autre catégorie, c'est évidemment là aussi, et c'est lié à la côté dernière minute. Magali, tu en as très très bien parlé à l'instant. Je vais du coup pas trop m'y attarder, mais je vais vous donner quelques chiffres. Pour moi, je vais vous donner quelques chiffres issus de cet été, hein, de l'été dernier. Par exemple, il y a le site Weekendesk, je pense que certains connaissent. Weekendesk nous a rapporté l'information, il nous a dit qu'il y avait plus de 40% des séjours qui étaient réservés moins de 6 jours avant l'arrivée des voyageurs. Donc Weekendesk, c'est plutôt un site dernière minute sur la partie hôtellerie. Donc 40% des séjours qui étaient effectués moins de 6 jours. Ça, c'est Weekendesk. Il y a Locatour, qui est spécialisé dans l'hébergement meublé tourisme, qui disait que les réservations à moins de 10 jours du départ avaient doublé. Et enfin, Wellkeys, là aussi, dans le côté un peu Airbnb, chambre d'hôte, meublé touriste, qui nous disait que les vacanciers ont commencé à réserver en moyenne que 20 jours à l'avance. Donc, on est dans ce cas de figure-là. C'est l'extrême des dernières minutes. Encore plus maintenant pour les vacances de Noël. Est-ce qu'on pourra partir pour le Nouvel An? On n'en sait rien. Est-ce qu'on partira en début d'année prochaine? Peut-être, on espère. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, chers professionnels, c'est vous, votre capacité, évidemment, de réactivité, quoi. Hein. Votre réactivité optimale après chaque annonce gouvernementale. Qu'elle soit bonne, pas bonne, tu sais qu'il va se passer un truc après que notre Premier ministre va annoncer quelque chose, notre Président de la République va annoncer quelque chose, tu sais que derrière, il faut que tu sois au taquet. Il va falloir que tu sois réactive sur tes tarifs qui soient mis à jour, tes photos bien mises à jour pour séduire le voyageur, l'inviter à venir chez vous, etc. etc. Et j'ai une autre idée que j'ai en tête à vous proposer, c'est bien avoir conscience qu'aujourd'hui, l'anticipation, les mois se sont transformés en semaines. Donc ceux qui avaient des mois d'anticipation de résa, c'est plutôt maintenant des semaines en anticipation. Et ceux qui étaient sur des prestations de jours, en anticipation, le jour sont devenus des heures. Donc là aussi, je sais que c'est désagréable d'entendre ces choses-là, même si vous les connaissez à l'échelle de votre exploitation.
Euh, c'est la gestion de votre stress aussi du quotidien. La gestion de votre stress, se dire merde, si jamais je sais qu'il y a un week-end où je suis vide, il ne faut plus flipper si le jeudi matin, tu es vide pour le week-end dans ton établissement. Il faudra flipper le samedi à 14h si tu es vide le samedi soir. À condition derrière d'être actif, à condition derrière d'être bien sur les réseaux sociaux, d'avoir la bonne communication, etc. etc. Mais c'est sûr, quand j'entends parfois des prestataires me dire Jérôme, le mercredi, tu es vide pour le week-end. Là, je parle typiquement un petit hôtel, par exemple, qui a une destination sympathique avec une clientèle plutôt loisir. Finalement, le vendredi peut être plein pour le samedi, quoi. Donc, ne soyez pas en déprime si vous avez moins de visibilité que l'année précédente, c'est normal. À vous derrière d'être réactif, d'être pro aussi face à cette demande qui est de toute façon et qui sera encore plus l'année prochaine d'extrême dernière minute. Ça, c'est l'autre point qu'il faut évidemment retenir. L'autre dernier pour moi, c'est la partie mobile. C'est lié évidemment avec l'aspect dernière minute, c'est lié évidemment avec les réseaux sociaux. À vous, hein, chers amis vendéens, encore une fois, d'avoir un site et d'avoir une stratégie qui est avant tout mobile avant d'être PC, avant d'être ordinateur. Donc là, ne dis pas seulement Jérôme, c'est bon, t'inquiète, mon site il est responsive design. Bravo, c'est bien, c'est bien, c'est la première étape. Ça suffit plus aujourd'hui en 2020, en 2021. Votre site internet, il doit être ce qu'on appelle mobile first. Quand je dis mobile first, ça veut dire quoi? Vous le savez très bien, quand tu es en situation sédentaire, tu as du temps, tu es au bureau, tu es chez toi, tu as ton ordinateur, là, tu veux un site très complet. Beaucoup d'informations, tu es en immersion, des photos, du texte, etc., etc. Quand tu es en situation dite de mobilité, plutôt en mode nomade avec ton téléphone, ce qui est le cas, hein. Moi j'arrive sur le territoire vendéen, je ne sais pas encore tout de suite si je vais aller au Glisse, si je vais aller au château de Talmont, si je vais aller faire un cours de surf ou si je vais louer un paddle au Veillon. Voilà, je me pose des questions, quoi. Donc forcément, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder votre site internet. Et là, si jamais votre site est seulement une adaptation de votre site ordi version mobile, mais le contenu reste le même, si le contenu reste le même, c'est-à-dire que s'il y a autant de contenu textuel, visuel et autant de pages, je vous dis tout de suite, les amis, c'est mort. C'est mort. Le mec, il vient pas, quoi. Soit il vient pas sur le territoire, soit il se barre, soit il vient chez vous, mais par un autre canal où il va acheter la billetterie sur site physique, il va pas réserver en ligne, quoi. Donc le site doit être non seulement responsive, mais en plus, vous devez avoir une version quelque part qui va s'adapter au mobile en termes de contenu. Et ce qui, honnêtement, pour faire de nombreux audits de territoire, etc., je vous dis, c'est la catastrophe, quoi. Hein, soyons clairs. Faut se regarder dans le blanc des yeux, c'est pas terrible. Si vous faites ce genre de test, c'est pas top. Dernière info que je vous donne par rapport à ça, je vous le partage dans le fil de conversation. Et là, ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Il y a un outil qui peut vous intéresser. Je vais vous le noter. Il s'appelle quelque chose comme ça. Tac, ouais. Tapez ça dans Google, pas ce soir, hein, s'il vous plaît, demain, tranquille. C'est un outil développé évidemment par Google, Google Speed Insight. Peut-être ajouter le mot mobile, je ne sais jamais. Peut-être le mot mobile, ça vous permettra de tester votre site comme s'il était vu en 3G, 4G par un mobilote avec son téléphone. Et Google va vous donner une note par rapport notamment à une vitesse de téléchargement de votre site internet sur mobile, sachant qu'aujourd'hui, un site correct en téléchargement, c'est 2 secondes, 3 secondes. D'accord? Sur mobile, avant que les informations s'affichent, les photos, l'arborescence, l'ergonomie, etc., etc. Vous allez voir que vous aurez peut-être malheureusement quelques mauvaises surprises avec cet outil-là. Bon, ne sermonnez pas tout de suite votre webmaster, web designer. Là, encore une fois, ça dépend de votre budget marketing, ça dépend qui a fait le site pour vous, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, il faut absolument que vous progressiez sur cet aspect-là pour capter, comme on vient de le voir, une clientèle qui est très mobile, incertaine, réseau social, volatile, qui est déjà physiquement là avant qu'elle réserve chez vous. C'est tout ça la réalité du terrain de cette année, encore plus que l'année précédente, et ça va encore être le cas, malheureusement peut-être, pour l'année prochaine. Donc ça, c'est sur les nouvelles sur lesquelles vous devez miser. Maintenant, on va voir quels sont les acteurs qui ont peut-être un peu perdu leur splendeur pendant cette année. Désolé d'être grossier, hein, je suis direct, une année qu'on peut qualifier de merdique, hein, soyons honnêtes. Hein, même si on a sauvé l'été, on n'a pas forcément sauvé le printemps, on n'a pas forcément sauvé là la période, évidemment, d'arrière-saison. Bon, on avait beaucoup d'espoir dans le Vendée Globe, forcément. Bah, on a compris aussi par Magali que malheureusement leurs équipes ont été bridées et que logiquement, on a été confinés par la suite. D'après vous, je vous pose une petite question là. Donc, je vous invite à participer dans le fil de conversation. D'après vous, dans le paysage touristique,
Et là, on pense e-commerce, on pense réservation en ligne, on pense séjour touristique. Quelle est la catégorie d'acteurs Quelle est la catégorie d'acteurs sur Internet vous concernant, avec qui vous bossiez peut-être, vous ne bossez pas encore peut-être aujourd'hui avec, qui ont peut-être un peu perdu de leur splendeur pendant cette année 2020? Du moins qui ont fait chahuter. Ils ont été un petit peu mis à mal, ces acteurs-là. Ils ont été un peu moins performants que les années passées et ils n'ont pas forcément bien réagi pendant la période de confinement et pendant cette année 2020. Est-ce que vous avez des idées? Je vous donne un petit indice, je pense peut-être plus à nos hébergeurs parmi vous, à mes campings, mes chambres d'hôtes, mes gîtes, etc. Il y a une catégorie d'acteurs qui a été un peu emmerdée cette année, qui a moins bien fonctionné, qui vous a saoulé, hein, honnêtement, qui vous a un petit peu aussi fatigué, qui a fatigué certainement votre voyageurs aussi. D'après vous, je parle de qui là? De quel nom ou quelle catégorie d'acteurs? Bon, si personne ne répond, Magali, tu peux y aller. Là, vous êtes endormis, mes amis vendéens, ou quoi là? J'attends. Vous avez aucune idée? Quel est la catégorie d'acteurs qui a été un peu chamboulé là cette année? Oui, ça va être évident quand j'ai passé la diapo, hein. Bon, Séverine, heureusement que tu es là. On peut faire un duo. Barbara, le futuriste, bon, c'est sûr qu'ils ont pu être un peu chahutés, mais ils ont bien réagi, comme on l'a vu à l'instant. Je suis plus sur le premier constat de Séverine. En effet, les OTA. Bon, les OTA, je fais attention aux anglicismes, parce que parfois je me fais rappeler à l'ordre un petit peu sur le côté anglicisme. Donc OTA, ça veut dire en anglais Online Travel Agency, ce sont les agences de voyage en ligne. Donc là, vous connaissez évidemment certains de ces acteurs, il y en a d'autres. Si je parle pour l'activité de loisirs, il peut y avoir le fameux Viator, Get Your Guide, Musement. On a pour le camping, on a Camping & Co, on a camping.com. Bon, on a ces gros opérateurs-là qui sont les classiques, hein, qui rassemblent la plupart du marché de la réservation en ligne, que sont Booking, que sont Expedia, que sont Airbnb ou TripAdvisor. Alors, bon, là, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, un peu comme on veut. À moitié vide, c'est sûr que, bon, ils sont en difficulté, ça veut peut-être dire qu'aussi nous, on est en difficulté. Donc ça, c'est le côté pas terrible, c'est la réalité, hein. Booking va mal, forcément, il y a moins de résa, donc forcément, on a moins aussi chez nous, ben, c'est sûr. Ah, donc on gueule parfois contre Booking, mais en même temps, on est triste quand il ne marche pas bien parce qu'on a peut-être moins de résa, il faut être aussi honnête, hein, tous ensemble. Si on regarde le verre à moitié plein, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui surtout va se passer aussi l'année prochaine? Par définition, vous le savez, ces sites-là vont vous générer traditionnellement une clientèle qui est quand même très internationale. On en parlait aussi un peu tout à l'heure avec Magali, on a vu les chiffres ensemble, que sans surprise, la clientèle a été et sera l'an prochain régionale, évidemment Pays de la Loire, évidemment Île-de-France, nationale, française et européenne frontalière. Mais ces sites-là, ils ont été capables depuis longtemps de nous capter une clientèle canadienne, américaine, mexicaine, néo-zélandaise, asiatique, etc., etc. Donc, comme ces clients-là n'étaient pas là cette année, comme ces clients-là ne seront pas là demain, quelque part, ces acteurs-là vont se rendre et se sont déjà rendus moins indispensables. La clientèle européenne et française, et ça a été prouvé par les chiffres que j'ai pu constater cet été auprès de beaucoup d'opérateurs, que la clientèle française est quand même plus à même de passer directement sur votre site internet. Donc c'est très vrai pour les activités de loisirs, ça va devenir peut-être plus pour les hébergeurs, ce phénomène-là. OK? L'autre phénomène important qui explique aussi qu'ils sont un peu à la ramasse, nos amis des OTA, c'est le fait qu'ils n'ont pas bien géré, et je le mets au passé mais je ne devrais pas, qu'ils n'ont pas bien géré tout ce qui était politique de remboursement. Ça a été l'horreur. Qui rembourse? Comment? Quand? Est-ce que c'est vous les opérateurs finaux? Est-ce que c'est Expedia? Est-ce que c'est Booking? Qui dit quoi? Bref, c'est le bordel. Et c'est là où du coup il y a une frustration de la part du voyageur qui s'est dit merde, si j'avais su, j'aurais directement booké l'opérateur. Je ne serais pas passé par un intermédiaire qui était peut-être censé me couvrir, me garantir mon séjour, m'apporter de la satisfaction, de la fluidité de relationnel. Ça a été une catastrophe. Donc il y a une vraie déception de la part du voyageur par rapport à ces acteurs-là l'année dernière. Et quand je dis l'année dernière, si vous amusez, pas maintenant, mais ce soir ou demain, tapez arnaque Airbnb consommateur sur Google. Tapez groupe consommateur Airbnb sur Google. Il y a eu des articles encore le week-end dernier dans Le Parisien qui montraient qu'il y a des pauvres voyageurs français qui ont réservé par Airbnb en France pendant la période du confinement numéro 2 et qui se retrouvent à ne pas être remboursés. Parce que Airbnb aurait pu rembourser, ce qui est complètement fou, uniquement le voyageur, écoutez-moi bien, vous allez halluciner, le voyageur qui, par exemple, aurait réservé son séjour en février 2020
pour venir chez vous en novembre 2020. Lui, on aurait pu le rembourser. Mais Airbnb se déleste complètement, il vous redonne la patate chaude. Il vous dit, ah bah c'est le prestataire qui va pouvoir peut-être vous rembourser s'il veut vous rembourser selon ses conditions de réservation, quoi. Donc là, il y a un groupe sur Facebook qui s'est créé par rapport à cette arnaque d'Airbnb avec, je crois, 300 à peu près Français qui se sont fait plumer par Airbnb pendant le confinement et qui se retrouvent parfois à avoir dépensé 500, 1000 ou 2000 euros dans une location sans récupérer leur thune, quoi. Voilà, donc c'est là où il est plutôt quelque part triste, certes, mais en même temps, je ne vais pas dire content de cette action-là, mais on se dit que c'est une aubaine pour nous de capter davantage de clientèle directe, à la fois parce qu'elles vont punir de trop loin au niveau international et parce qu'il y a encore une fois eu cette déception du client par rapport à ces intermédiaires. À vous, encore une fois, de faire le job, ce n'est pas gagné, mais il y a cette opportunité-là. Et je vais finir par rapport à ça. L'opportunité, elle est très courte, les amis. Elle est très, très courte. C'est pas, vous n'allez pas vous réveiller l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est maintenant, maintenant, maintenant que ça se passe. Airbnb, Booking.com, Expedia, ils ont toutes et tous licencié. Un quart de leur effectif à peu près en moyenne. Donc des plans de licenciement massifs, 1500, 2000 collaboratrices, collaborateurs ont été licenciés de ces boîtes. Aujourd'hui, Airbnb est en train de faire son IPO là. Donc ils sont en train de lancer d'ouvrir en bourse aux États-Unis, Airbnb. Donc ils sont en train de lever des fonds et ils vont complètement nous bouffer encore dans les prochaines années. Sauf que là, on a une opportunité. Donc collectivement, à l'échelle d'une agglomération, d'une communauté comme vous, de communes, c'est là où il faut être intelligent. Et vous l'êtes, bosser ensemble, main dans la main, échanger des clients, des voyageurs sur le territoire, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que sinon, voilà, demain, Booking, il est déjà en train de mettre un plan d'attaque pour l'an prochain. Et là, on a quelques semaines, on a là cette arrière-saison pourrie pour bosser justement sur la saison prochaine pour éviter qu'on se fasse bouffer dans les prochaines années par ces gros acteurs-là, quoi. OK? Alors maintenant, là, je vais aller plus vite sur ces sujets-là parce qu'il y a plein de choses qui ont été bien dites. Je vais vous rappeler des éléments importants par rapport justement à notre voyageur. Bon, vous rappelez, c'est sûr que moi, tu m'avais dit il y a un an que j'avais parlé de la sécurité sanitaire, des protocoles sanitaires, etc. Honnêtement, je ne vous aurais pas cru du tout. Donc, ce n'est pas forcément une partie de plaisir pour moi de vous dire ces choses-là. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que vous avez aujourd'hui toutes et tous un protocole qui est calibré, qui est de qualité dans vos structures. Parfois, vous oubliez, malheureusement, d'en faire un petit peu l'acte, j'ose dire, entre guillemets, de promotion. En tous les cas, de communiquer sur votre protocole. Vous avez bien toutes et tous compris que c'est un argument, j'ose dire, commercial. Le fait d'avoir un protocole, certes, de le diffuser, qui soit qualitatif, et que le voyageur sache, avant de réserver chez vous, si son intégrité physique va être respectée pendant son séjour et sa consommation touristique. Donc, est-ce que c'est bien visible sur votre site internet? Est-ce que vous en avez communiqué sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez peut-être fait une newsletter pour votre fichier client? Voilà. Ouais, ça paraît absurde, mais malheureusement, on en est un peu là aussi pour donner confiance aux voyageurs pour qu'ils puissent, peut-être dès aujourd'hui, anticiper un séjour dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au niveau de votre destination. L'autre point, sans surprise, c'est la proximité. On l'a compris, on le répète, on l'a dit. Donc, travailler à l'échelle locale, c'est très, très important. Il faut bien le faire. Les clientèles internationales, bon, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'elle reviendra. Ça sera de manière très, très sporadique à l'échelle de notre territoire vendéen, mais même largement plus français. L'autre point important, souligné aussi par Magali, c'est la recherche d'intimité. Donc là, c'est sûr que, bon, tu l'as dit Magali, il y a peu d'hôtels concernés sur le territoire. Les hôtels ont été en souffrance à cause de ça, les campings beaucoup moins. Les campings, il y a des espaces qui sont quand même assez généreux. C'était le président de la fédération des campings qui disait, je crois qu'il y avait, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait quand même plusieurs centaines de mètres carrés par tête de pipe, par client dans un camping. Donc il n'y avait pas trop de risques, à part peut-être entre les toilettes et la salle de bain, quand elle est collective, là, il faut faire attention dans les couloirs. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup de place dans les campings, il y a de la place évidemment dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes, sur votre territoire, il y a aussi de la place. Donc il va chercher de l'espace et de l'intimité. Donc on est plus dans des valeurs refuge aujourd'hui. Bon, j'ose vous dire que j'étais à Auglis cet été, donc je me suis fait un petit kiff, je me suis fait un petit plaisir. Bon, certes, il y avait moins de monde, c'était perturbant, personne n'avait des masques, tu savais pas trop. Bon, c'était pas la folie, quoi. C'est sûr que, bon, c'est pareil, tu vas au Puy du Fou, tu vas en autre territoire, à Beauval, par exemple. Voilà, tu sens qu'il y a un peu une peur quelque part du consommateur, hein. Au-delà, évidemment, du bon protocole que vous avez toutes et tous mis en place, on va être aussi dans ces considérations-là.
Bon, le tarif, je ne vous fais pas une formation sur la tarification parce que je crois d'ailleurs que j'en ferai une justement le 30 novembre à La Roche de manière virtuelle. Donc, ce n'est pas le moment que je vous fasse une formation sur la tarification. Euh, Seul conseil que je vous donne par rapport à ça, arrêtez de faire des promos à tout va. Ça sert potentiellement à rien, quoi. Ne pensez pas que parce que vous allez faire un -20, -30, -50% en mode Black Friday de votre prestation, que le voyageur va venir. C'est déjà que si vous lui proposez une activité qui respecte ces critères-là, la sécurité sanitaire, la proximité, pardon, l'intimité et la notion d'espace. Après, il faut juste vendre la prestation au juste prix par rapport à la valeur que vous proposez, par rapport à votre réputation sur Internet, par rapport à votre clientèle, etc., etc. Ah. Et évidemment, mais ça aussi vous le savez, est sur des conditions d'annulation qui sont forcément plus flexibles que par le passé. C'est sûr, d'accord? Si vous êtes en mode hyper strict, pas d'annulation, ou sinon 40 jours avant, c'est même pas la peine. Hein, donc des politiques plutôt flexibles que strictes sur la tarification. Dernier point qui est aussi important à signaler pour tout le monde ici ce soir, c'est évidemment la politique RSE. On en parle, on en reparle. C'est un sujet hautement prioritaire. Il y a une opportunité aussi par rapport à ça. Donc, c'est la responsabilité, évidemment, aujourd'hui en termes à la fois social et environnemental. D'acheter local, évitons évidemment tout ce qui peut être trop plastique par l'océan, j'en parle même pas, quoi, catastrophique, etc. On est concerné plus que par d'autres territoires, je pense. Donc là aussi, le consommateur est de plus en plus exigeant, vigilant. Et dans sa décision de venir ou pas chez vous, c'est un point qui entre en compte de manière beaucoup plus prédominante que les années passées. Donc, je ne suis pas en train de vous dire faites-en un argument marketing. C'est d'abord une conviction évidemment personnelle. Mais si en plus il peut y avoir un peu de marketing derrière, on ne va pas se cacher non plus, quoi, hein. Si ça peut permettre aussi de développer notre activité d'un point de vue économique, forcément, c'est aussi quelque chose qui est positif. Alors, bon, ça c'est un petit truc aussi sympa parce que j'aime bien les théories de l'iceberg, hein. Vous le savez, quand est-ce qu'on utilise la théorie de l'iceberg? C'est le côté visible d'un côté qui est minoritaire et le côté invisible qui est là pour le coup beaucoup plus prédominant. Bon, on ne va pas souhaiter les icebergs pour nos amis marins pendant le Vendée Globe, hein, évidemment. On va éviter de leur souhaiter cette chose-là qui serait plutôt négative pour eux. Euh, Là, c'était l'iceberg de la location saisonnière cet été. Bon, c'est location saisonnière, mais on est toutes et tous concernés. Ça sera aussi l'iceberg pour mes amis camping, pour mes amis acquittés de loisirs, outdoor, les amis qui font la location de vélo, kayak, des cours de cuisine. Je pense que tout le monde aujourd'hui, on est concerné par ce phénomène-là. C'est le fait que le voyageur, bon, bah, lui, il voit ça, hein, des maisons propres, des vélos nettoyés, des vélos en fonctionnement, des kitesurf nickel, des vacanciers, évidemment, le bus qui soit satisfait, des gens, du personnel sympa, souriant, attentif, ponctuel, respectueux, etc. Sauf que derrière, pour nous, c'est le bordel, hein, clairement. Pour nous, derrière, c'est en effet un peu la jungle, un peu le bordel. La clientèle, Magali, tu l'as souligné, et là, je pense qu'on est toutes et tous d'accord avec toi, bah, c'est que les Français, honnêtement, c'est la galère. C'est la galère, c'est la loose. Ils ne comprennent pas trop, ils ne sont pas trop respectueux, ils ne respectent pas les horaires, ils sont parfois durs sur les notes sur Internet. C'est facile de le dire parce qu'on est français, donc c'est vrai, voilà. Donc on est réaliste un petit peu, on se connaît, on connaît le comportement de nos amis français quand on part aussi en vacances, c'est parfois pas terrible. Et parfois on regrette la clientèle étrangère, on se dit merde, oh là là, les étrangers, les Anglais, ils étaient sympas, quand est-ce qu'ils reviennent? Ah les Suisses, ah, ils sont top, les Belges, j'en parle même pas, ils sont adorables. Donc c'est sûr que ça a été une année compliquée pour vous et malheureusement, peut-être bis repetita l'année prochaine, hein. Donc le seul côté positif, c'est que vous êtes entraîné comme un triathlète. Vous savez ce que c'est un peu la loose, mais au moins on le sait, on peut se préparer encore mieux pour la saison prochaine. Pareil, on en a discuté, j'insiste pas trop là-dessus, la clientèle évidemment, mobilité douce est importante, vous l'avez dit, le travail fait par l'agglomération, par la communauté de communes, par le département en air large sur les pistes cyclables, les voies vertes. Euh, Quand on voit les chiffres aujourd'hui des ventes de vélos électriques, c'est la folie. Voilà, c'est la folie absolue. Je dis pas ça parce que ma chère et tendre femme qui est à côté de moi a pu acheter cette année un vélo électrique. Donc on s'est amusé cet été à faire un peu de vélo. D'habitude, c'est vrai que quand je suis en vélo avec mon triathlon, elle a du mal à me suivre. Au moins avec le vélo électrique, elle peut mettre plein gaz, elle arrive un peu plus à être derrière ma roue tranquillement. Euh, c'est monstrueux et c'est les budgets qui sont importants, hein. C'est 2 000 à 3 000 € pour acheter un vélo électrique.
alors qu'avant, c'était un Velox Rider qui coûtait 300 € à Decathlon. Les gens ont du budget. Il ne faut pas dire ce qu'on pensait il y a 5 ou 10 ans. Ah oui, mais les mecs, ils n'ont pas de thunes. Avant, on disait un petit peu stupidement, j'ose dire, ah bah oui, les cyclistes, ils sont crades, ils n'ont pas d'argent, etc. Évidemment, c'est fini tout ça. On met ça à la poubelle. Il y a des moments, il y a un vélo d'un cycliste, c'est plus cher que votre voiture. Bon, je ne dis pas ça seulement par rapport au parc à vélo de l'Ironman des Sables d'Olonne, où là, le parc à vélo, au moins qu'il y ait des vigiles, parce qu'il y en a des millions d'euros dans le parc à vélo. Mais même un bon vélo électrique, ça coûte très cher. Un bon vélo tout court peut coûter très cher. Et cette clientèle-là, elle est à fort pouvoir d'achat. C'est prouvé aussi statistiquement. Nous qui travaillons pas mal avec la Loire à vélo, région Centre-Val-de-Loire voisine, on la connaît. Voilà, les chiffres sont là, les budgets sont là, ils dépensent bien, ils consomment bien, ils sont acteurs, etc., etc. Donc il y a évidemment une aubaine aussi à jouer sur cette carte-là. Ça a été dit très clair aussi, tout ce qui était activité outdoor a eu et aura le vent en poupe. Donc nautisme, on est en plein dedans, tant mieux pour vous. Vélo, on en a parlé, tout ce qui est activité, trottinette électrique, encore mieux peut-être que le côté peut-être sport mécanique classique, parce qu'il y a un côté durable avec le côté électricité, entre guillemets, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi charger sa batterie, donc on sait que ça consomme aussi un peu d'énergie. La seule fédération, ça c'est un petit clin d'œil, la seule fédération sportive qui est en croissance cette année, c'est celle-ci, la FFE, la Fédération française d'équitation, ils sont tranquilles. La FF3 triathlon, c'est 8%, je crois, de baisse après je vais dire d'athlètes amatrices, amateurs. Et les pires, évidemment, sans surprise, ce sont les judokas, la lutte, les sports de contact, catastrophique. 30-40% d'adhésion en moins dans les associations sportives. Donc, toutes ces choses-là, je ne suis pas en train de vous dire, faites-le, c'est génial. Mais encore une fois, ça a été dit tout à l'heure très bien aussi par Maxence, Joël et Magali, c'est bosser en partenariat, quoi. Bosser avec votre voisin, bosser avec votre activité de loisir si vous êtes restaurateur, bosser avec votre activité de loisir si vous êtes hébergement, etc., etc. Là, évidemment, on est en plein dans les synergies territoriales et vous avez, on l'a compris, une mine d'or, clairement, à l'échelle de votre destination pour justement bien bosser et rencontrer la clientèle qui est en attente de ces sujets-là. Alors, je regarde en même temps mon timing. Bon, une demi-heure, je vous l'ai dit, c'est assez sportif. Plutôt un sprint qu'un Alpha Ironman des Sables d'Olonne, ça c'est sûr. Alors, là, je vais arriver sur l'outil que j'aime bien vous présenter, que vous allez pouvoir de toute façon récupérer aussi dans les diapos. Avant ça, c'est une phrase qui nous parle forcément pendant cette année-là où on a dû être justement dans ces capacités au changement, là, qui nous est tombé dessus littéralement en mars. Et maintenant, on est un peu plus accoutumé, habitué à celle-ci. Ce que nous disait Darwin, c'est quoi? Ce sont les espèces qui survivent qui ne sont pas. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes. Voilà, on n'est pas les plus forts, on n'a pas de gros budget extensible à l'infini, on n'a pas des ressources humaines non plus démoniaques de partout, on n'a pas 40, 50 ou 100 collaboratrices, collaborateurs pour nous aider au quotidien. On est généralement plutôt des petites structures indépendantes. Je ne suis pas trop d'accord avec Darwin là-dessus. Je suis peut-être parce que je suis un peu orgueilleux, mais le côté plus intelligent, bon, je crois qu'on est tous et toutes plutôt intelligentes et intelligents. Quand on est indépendant du tourisme, honnêtement, voilà, ce sont des métiers de fous, clairement. Voilà, des métiers de fous, vous bossez comme des dingues, 3 fois 35 heures par semaine, 2 fois 35 heures par semaine, etc. Donc vous êtes honnêtement plutôt intelligente et intelligente, honnêtement peut-être plus que la moyenne. Là où vous êtes par contre très très fort, normalement, j'espère, c'est votre capacité évidemment à vous adapter à des situations. Normalement, du moins je l'espère. Votre capacité justement à vous mettre en question tous les jours, à douter. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour ma clientèle? Comment je pourrais changer mon accueil? Comment je pourrais réagir face à la crise? Etc. etc. OK? Donc, on est, nous, dans ces capacités-là, sachant que les gros, quand on voit les gros, les chaînes internationales notamment, on se rend compte aussi qu'elles peuvent réagir. Donc, si nous, on réagit plus lentement que les gros, c'est con, c'est dommage. Tandis qu'on est petit, il faut être évidemment dans ces considérations-là. Point important aussi que je vais vous donner ce soir, c'est notre secteur. Donc là, on révise un peu des cours qu'on a peut-être eu un moment ou un autre en école, soit de commerce, soit d'éco, ou ce genre de choses. Quand on parle de marketing, le marketing peut être basé soit sur l'offre, soit sur la demande. Voilà, c'est soit un marketing qui est de l'offre ou un marketing de la demande. Nous, dans le secteur du tourisme, on est plutôt sur un marketing dit de la demande. Ça veut dire quoi pour vous? Encore une fois, chers amis, professionnels du tourisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez capable, plus qu'avant, d'être en capacité réellement d'écouter vos clients.
de vraiment les écouter. Et quand je vous dis ça, c'est pas d'attendre qu'ils vous mettent un avis sur Internet ou qu'ils vous envoient une carte postale de leur naissance ou de leur mariage ou de je sais pas quoi. Euh, c'est vraiment à vous d'aller vers eux leur demandant, écoute, là, j'ai testé quelque chose cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai envie de faire ce produit-là, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les besoins que vous avez par rapport à mon exploitation? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de différent? Donc, il faut être là-dedans. Et c'est vrai que ça paraît bête parce qu'on est dans des métiers humains. Et on se dit bêtement, ah bah oui, moi je sais, Jérôme, ce que ma clientèle. Non, 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 je vous garantis que parfois on est complètement à la ramasse, quoi. On ne vise pas juste par rapport à leurs attentes. Vous les connaissez, c'est sûr, mais est-ce que vous savez réellement ce qu'ils ont vraiment besoin? C'est pas certain du tout, du tout, du tout. La différence, elle est honnêtement hyper, hyper importante. Donc, soyez capable de les écouter, de leur poser des questions, de les sonder. C'est à partir de ce constat-là que vous allez savoir réellement comment faire évoluer votre produit. Donc, on est vraiment dans un marketing de la demande pour faire évoluer votre produit. On est moins dans un marketing de l'offre. Marketing de l'offre, c'est quoi? C'est bon, bah, je crée ce nouveau produit. Ça, c'est Apple, le marketing de l'offre. Voilà, c'est des multinationales. Ils vont créer un truc, boum, ça marche, machin, nickel. Nous, c'est pas ça, quoi. Nous, c'est pas je crée un truc, j'y vais, ça se trouve, ça se trouve, ça a fonctionné, mais il y a des risques que ça ne fonctionne pas du tout. C'est plus écouter les clients, lire des études et voir les sondages, comme fait l'Office de tourisme, se réunir entre nous pour savoir réellement quelles sont les attentes touristiques de nos voyageurs, et après créer un produit qui va qui va être adapté à leurs attentes. Voilà. Et c'est vrai que quand je fais des formations là, en petits groupes, hein, 5, 10, 15 hôteliers, camping, restauratrices, restaurateurs, quand je fais des tests là-dessus, il y en a peu qui me disent réellement oui, moi j'ai un petit sondage au départ, je leur offre un petit café pour récolter leur information. Voilà, ça prend 2 minutes au comptoir, ça prend 2 minutes ils te redonnent ton kitesurf, etc. Et c'est pas de sonder tout le monde ici. Hein, je ne vous demande pas de sonder tous vos clients l'été prochain, non. Mais en sonder quelques-uns, peut-être les plus sympas, peut-être ceux qui ont le temps de vous écouter, avec qui vous pouvez parler, etc. Mais voilà, c'est hyper important pour pas, encore une fois, vous alliez dans le mur et vous ayez sur quelque chose qui est inadapté pour eux pour les saisons prochaines. Donc c'est là le petit outil que je voulais vous proposer. Je répète toujours pareil, mais vous aurez de toute façon le support, vous aurez l'enregistrement, vous aurez les diapos. Donc voilà, soyez bien concentrés, prenez les notes si vous voulez. Cet outil-là, je l'ai appelé la grappe d'expérience. Bon, la grappe, parce que je vous l'ai dit, je suis triathlète, mais j'aime bien aussi un petit peu boire, manger, avec modération, hein, évidemment. Mais la grappe d'expérience, pourquoi? Imaginez qu'ici, ce soit une grappe service, la grappe produit, et que là, ce sont, et vous l'avez compris, des grains de raisin. OK? Chaque grappe et chaque grain de raisin sont une composante de l'expérience client de manière globale. Que le client ça soit avant son séjour touristique chez vous, que ce soit pendant sa consommation touristique dans votre activité ou après, une fois qu'il soit parti de notre destination. Donc, vous savez que chaque élément là, chaque grain de raisin, encore une fois, est important, qu'il va falloir bien le travailler pour répondre idéalement aux attentes de vos voyageurs, de vos excursionnistes, de vos clients. Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. À vous de vous positionner. OK, bah moi, en termes de communication, qu'est-ce que je peux faire pour offrir un service optimal à mes clients? En termes d'accueil client, justement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon accueil? Est-ce que je dois revoir mes horaires? Est-ce que je dois revoir la manière dont je vais m'exprimer avec mes clients? Est-ce que je dois revoir ma formation avec mes collaboratrices saisonniers? Bref, encore une fois, vous êtes toutes et tous différents ce soir. À vous d'être capable justement d'intégrer vos propres dimensions. Ce que je vous demande, c'est de vous poser ces questions-là et répondre à ces questions sur chaque grain de raisin. Et si vous pouvez, et là, c'est peut-être pas pour, disons que c'est plus difficile à arriver, c'est surtout d'être capable d'innover. Être capable d'innover, pas forcément sur tous les grains de raisin, ça serait impossible, c'est trop compliqué, ça pourrait être trop de temps, etc., etc. Mais prenez peut-être un ou deux grains de raisin et là, dites-vous, OK, non seulement je vais bien le faire, je vais bien répondre aux attentes de mes voyageurs, de mes clients, mais en plus, je ne vais pas faire comme le concurrent, le voisin. Je vais faire un truc innovant, vraiment différent. Moi, si vous voulez, en 10 ans d'expérience en accompagnement de projets touristiques, que ce soit pour des activités de loisirs, ludiques, culturelles, sportives, que ce soit pour des hébergements, des restauratrices, restaurateurs, vous êtes toutes et tous confondus derrière. Le seul point commun de succès que j'ai trouvé en 10 ans, c'est le point de la différenciation d'innovation. Donc, c'est hyper important. C'est en partant de ce document-là, et là, dit, OK, comment je pourrais apporter là un petit truc différent?
Et attention, c'est sûr que c'est compliqué, on se fait mal au cerveau. C'est pas tout seul que j'ai trouvé la solution. C'est peut-être là aussi dans des travaux de groupe, dans des mises en réseau à l'échelle d'un territoire, euh, travaillant sur la complémentarité avec des partenaires locaux, etc., qu'on peut arriver à ça. Vous dire aussi que quoi? Que c'est pas que du matériel, l'innovation. C'est pas que je rachète tous mes cadres, c'est pas que je rénove 3 nouvelles chambres, que je refais mon parc acrobranche, que je refais mon parc de glisse dans mon gros camping. Non, c'est pas tout ça, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais là, il faut mobiliser des moyens financiers, c'est plus compliqué, etc. Ça peut être de l'immatériel, ça peut être vraiment du service. Ça peut être une tenue, ça peut être une parole, ça peut être un souvenir local, ça peut être une attention particulière, ça peut être un site internet, ça peut être des photos, ça peut être une vidéo, ça peut être encore une fois de l'immatériel. OK? Donc voilà, ça c'est un petit outil que évidemment je travaille d'habitude en formation avec les exploitants quand on a le temps de travailler ça ensemble. Mais prenez-le si ça vous intéresse, utilisez-le pour vous mettre en relief. Le point que je vous donne, et là je vais passer très vite dessus, c'est justement un cas plutôt rempli là, qui ne va pas, encore une fois, correspondre à tout le monde ce soir. Ça sera à vous, je répète toujours pareil, de dire ok, ça me plaît, ça je prends, ah ça ne me correspond pas du tout, donc je ne prends pas. Il n'y a pas, ça serait trop facile. Et j'ose dire, j'aurais pas de job non plus. C'est qu'il n'y a pas une recette miracle du succès dans vos différentes prestations, c'est clair, ça serait trop facile. À vous de faire le job. Après, encore une fois, vous n'êtes pas non plus tout seul, on l'a bien compris. Voilà, vous avez la communauté de communes, vous avez vos interlocuteurs au niveau même des mairies, des offices de tourisme, avec l'équipe de Magali. Euh, mais vraiment, faites ce petit job-là, mettez à jour votre expérience client. Faites-vous mal, en effet, peut-être un peu au cerveau, et idéalement, essayez de trouver une ou deux innovations dans toute cette grappe-là. Ça serait, encore une fois, peut-être l'une des clés, en tous les cas, pour votre pérennité d'activité, pour le développement qu'on espère pour l'année prochaine. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Bon, je vais prendre mon souffle. Là, je suis à un arrêt aux 5 km à la course à pied. Bon, ouais, j'avais un t-shirt Sable d'Olonne. Bon, je ne l'ai pas mis. J'ai voulu quand même préférer la chemise ce soir. Donc, ça, c'est ma gourde d'un de mes vélos. Donc, je vais vous donner là quelques exemples rapides, très concrets de ce qu'on vient de voir. Il me reste à peu près 20 minutes, donc ça va être encore une fois assez sportif, assez dynamique. Je vais aller vraiment vite sur ces sujets-là parce que ça peut vous interpeller, parfois moins vous interpeller, encore une fois, selon votre contexte propre à votre activité. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez, voilà, je suis chambre d'hôte, je fais table d'hôte, facile. Ça, c'était avant, évidemment, la Covid, c'était évidemment avant le confinement, c'était la table d'hôte, on était proches les uns des autres, c'était génial, on était contents. Bon, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Ça, on pouvait encore le faire facilement peut-être au printemps parce qu'on pouvait avoir des gens qui étaient dehors, avoir des gens dans une autre pièce, du coup séparer, quelque part couper notre table en plusieurs tronçons pour séparer nos clients. Sans surprise, et là, bon, là c'est facile, mais c'est vrai, c'est toujours intéressant de le faire. Tout ça transforme en mode plateau gourmand, panier pique-nique, planche apéritive, etc., etc. Voilà, bon, ça c'est un cas de figure facile quand je suis dans la restauration, que je sois en hébergement qui propose des petites choses de restauration ou évidemment un restaurateur. Tout ce qui est là, vente à emporter, là, tout ce qui est vente sur site, mais plutôt dans les chambres, dans les gîtes, dans l'espace privatif, peut-être moins dans l'espace global où il y aurait trop de promixité entre les différents clients. Autre exemple qui s'est passé cet été, qui se repassera certainement l'année prochaine, des transformations là plutôt de projets. Et j'ai eu certaines chambres d'hôtes qui se sont, j'ose dire, transformées en gîtes cet été. D'accord? Qui sont dit, ok, moi ma chambre d'hôte c'est le bordel, voire même mon petit hôtel c'est compliqué parce que j'ai les chambres qui sont trop proches les unes des autres, j'ai le couloir qui mène à toutes les chambres, j'ai trop de conflits là entre les masques. Ah, il y a trop de conflits là, trop de parasites, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon bah écoute, moi je m'embête pas, boum, privatisation. Donc là ils se sont transformés entre guillemets évidemment, parce qu'ils proposaient toujours le petit déjeuner obligatoire légalement en chambre d'hôte, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils se sont dit, OK, vous venez chez moi, que vous louiez 4 chambres sur 5 ou 2 chambres sur 5, préférence 4 sur 5, mais en gros, voilà, vous êtes en mode privatisation totale de mon lieu, de mon activité. C'est un cas de figure. J'en ai eu un, pas chez vous. J'ai eu un propriétaire, même région, plus au nord, vers La Baule. Un propriétaire baulois d'une chambre d'hôte, bim, il s'est dit, bah, écoute,
Les clients, bah, c'est compliqué, j'ai peur, ils vont être hyper exigeants parce qu'en plus, ça va être que des Français. Je m'embête pas, je vais louer ma chambre ou quoi. En mode plutôt, du coup, meublé de tourisme global. Bon, c'est une option qui, en tous les cas, a émergé l'été dernier. Autre option intéressante, là, on est plus en mode restaurateur, cours de cuisine. Bon, là, c'est une propriétaire que j'aime bien, qui n'a pas votre chance, qui n'a pas la chance d'être en Vendée. Elle est dans le département de l'Indre. Alors, qui connaît le département de l'Indre, honnêtement? Où est-ce qu'est l'Indre en France? Quelle région? Facile, enfin, j'espère. Région centre, je vois vos lèvres, hein, on est dans la région centre-Val-de-Loire. Mais l'Indre, c'est pas le Loir-et-Cher, hein, c'est l'Indre. C'est très beau, j'aime bien. Il y a le parc naturel régional de la Brenne. Mais l'Indre, honnêtement, voilà, c'est compliqué. C'est pas accessible, il y a pas de, c'est pas honnêtement connu. Il n'y a pas de destination touristique comme peut l'être la Vendée, clairement. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand tu es dans l'Indre, tu as intérêt, honnêtement, de te bouger les fesses. Tu as clairement intérêt à te bouger pour que le voyageur vienne vraiment dans ta destination, vienne chez toi. Quelque part, tu vas malheureusement moins compter sur ta destination en tant que telle et tu vas peut-être plus compter sur ton propre projet. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, OK, moi je vais faire des cours de cuisine, intéressant, mais les cours de cuisine, bon, il y en a peut-être pas mal qui en font déjà. Oui, OK. Il y en a un peu partout des cours de cuisine. C'est quelque chose qui se développe aussi pas mal. Elle s'est dit, OK, moi je vais faire des cours de cuisine végétale, vegan, végétarien. Et si je pousse le truc encore plus loin, c'est donc que les cours de cuisine sont de plus en plus autour de la nourriture crue, la tendance des crudivores. Que ça vous plaise pas, encore une fois, on s'en fout. C'est de juste savoir que parfois, il vaut mieux miser sur des niches que sur la masse au niveau des marchés. OK? Donc, elle, c'est son positionnement qui lui a permis d'ailleurs de très bien fonctionner cette année 2020, beaucoup, beaucoup mieux que ses petits concurrents, entre guillemets, à l'échelle locale, qui forcément ont souffert de la période Covid. Et là, elle s'est dit, OK, bah moi maintenant, bon, c'est la misère, je suis évidemment confiné, je suis fermé. Donc, elle a proposé des options, soit de livraison plat, soit de livraison de recettes, plus les ingrédients pour qu'ils puissent eux-mêmes faire le cours de cuisine dans leur maison. Voilà, donc ça, c'est une idée, parmi encore une fois plein d'autres. Ce qui est certain, c'est par rapport à cette idée-là, comme d'autres, on ne va pas chercher que la rentabilité, parce que ça se trouve, tu n'auras jamais la rentabilité. Tu perdras certainement plus d'argent en faisant ça que si jamais tu avais été ouvert de manière classique, traditionnelle. Tu cherches surtout à faire de la visibilité. Tu cherches surtout d'occuper le terrain, montrer que tu es habile, montrer que tu es agile, montrer que tu es là sur tes réseaux sociaux, montrer que tu es là sur ton site internet. Si tu peux gagner quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, tu ne vas pas t'en priver. Tu vas peut-être demander en plus de fonds de solidarité, hein, les 1500, les 10 000 euros si tu peux en avoir, etc., etc. C'est sûr. Mais ce n'est pas ça qui va tout révolutionner. Ne me dis pas, Jérôme, attends, c'est du gain petit ton truc. Oui, bah oui, il n'y a pas de gain gros en ce moment, c'est clair. Mais au moins, tu sauves les meubles, au moins, tu montres que tu es présent et, et tu es surtout très dynamique au niveau de ton activité. Autre cas de figure, c'était un client là, toujours l'aspect un peu hébergement, qui avait des chambres d'hôtes en ville. Mon Magali t'en parlait brillamment tout à l'heure, qu'on n'a pas à se plaindre tant que ça sur le territoire, parce que clairement, quand on travaille avec des propriétaires exploitants qui sont à Bordeaux, à Paris, ou à Nice, ou à Lyon, ou je ne sais pas où, c'est l'horreur absolue, quoi. C'est le néant, c'est l'horreur. À destination, tu as une clientèle très internationale et qui était très business, c'est devenu, encore une fois, Zombieland. Voilà, tu n'as pas de clients, quoi. Paris, les taux d'occupation des hôtels, c'est moins de 10%, quoi, quand ils sont ouverts. Ils ouvrent les palaces pour faire plaisir à leurs collaboratrices, collaborateurs, mais tu n'as personne. Tu n'as pas d'étrangers, tu n'as pas de business, c'est absolument l'horreur. Donc, un scénario qui a été effectué par cet exploitant-là, qui était sur un positionnement Ben and Business à Bordeaux, ok, bah moi je vais faire du co-living maintenant. Waouh, oh là là, oui, carrément, quoi. Donc le co-living, vous connaissez toutes et tous Romain Duris, l'auberge espagnole. Oui, je pense, ouais. On connaît ce célèbre film qui était sympa, hein, l'auberge espagnole 1, 2, bon, il y en a eu plusieurs. Voilà, c'est un peu ça le co-living, en mode un peu plus tendance, quoi. C'est le fait d'être dans un lieu pendant normalement une durée plus longue qu'un hébergement type hôtel, chambre d'hôte ou camping. Peut-être transgénérationnel, peut-être différents types de clients, peut-être étudiants plus business, peut-être personnes âgées, personnes un peu plus jeunes, étudiantes. Mais là, on est sur des séjours beaucoup plus longs. Et du coup, on peut aussi, dans ce cas-là, sécuriser notre exploitation.
Bon, ça avait des sports, tu m'amuses. Dommage que tu n'as pas un prénom. Ça peut être en effet du coviding. Ouais, Xavier, tu Xavier. vas. Ok. Ouais. Bien joué, Xavier. Ouais. Bon, en tout cas, pour elle, ça lui a permis de sauver tout, quoi, absolument tout. Elle était vide complètement dans son hébergement classique en chambre d'hôte. Et elle a pu louer, je vais pas dire facilement, mais elle a pu louer pour des femmes, hommes d'affaires pour des longs séjours à Bordeaux, quand même. Elle a pu louer pour des étudiants et bon, elle a clairement sauvé toute son année. Elle a pu rembourser son emprunt grâce à son changement-là. Bon, rapidement. D'autres tendances rapidement, on l'a vu, et parfois on croit que c'est que pour des territoires type urbain, mais ça peut fonctionner très bien au milieu rural. C'est l'explosion forcément de toutes les tendances de coworking, de télétravail. Accor a travaillé là-dessus, BNB Hotel a travaillé là-dessus aussi, mais les indépendants aussi, on a peut-être potentiellement une carte à jouer là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire comme toujours, c'est bien, c'est génial, ça a fonctionné pour vous, j'en sais rien. Il y a des cas qui ont très bien fonctionné, d'autres, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une tendance aussi qu'on peut potentiellement intégrer à l'échelle de notre territoire. On a travaillé cette tendance-là avec des hébergeurs qu'on a accompagnés. Un hébergement en Champagne qui a fait une offre spéciale télétravail et un autre là plutôt en Wallonie, en Belgique, qui a aussi proposé cette offre-là. Voilà, offre spéciale télétravail. Notre gîte est l'endroit idéal pour télétravailler à 1h30 de Paris, etc., etc. Sympathique en plus quand on parlait d'expérience client, quand on parlait des petits plus peut-être qu'on peut proposer. Facile quand tu es champenois, la petite bouteille de brut. Bon, c'est sûr, si tu te la tapes à 8h du mat quand on commence ta journée de travail, tu es peut-être mal barré. Ou plutôt pas mal, parce que tu as grave d'expérience, là, tu es dans l'extrême créativité. Souvent, les cloisons qu'on va se donner dans la créativité, dans l'expérience client, grâce aux bulles de champagne ou d'ailleurs, peut-être que là, on va être un peu plus créatif. Donc, c'est sympa, voilà. Et honnêtement, ça a fonctionné pour cette destination-là, pour ce territoire-là, pour ce propriétaire-là. Et comme pour lui, il a redonné là. Les tarifs, attention, on s'en fout du tarif. Ok, tu peux dire, 240 € là, oh l'arnaque. Je répète, les amis, attention, le tarif, on s'en moque. C'est surtout qu'est-ce que vous proposez en face du tarif. On ne dit pas, c'est cher, c'est pas cher. Il y en a pour toutes les bourses. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il y en a qui gagnent beaucoup plus d'argent cette année que l'année dernière. Il y en a qui sont en épargne forte, qui ont toujours un pouvoir d'achat qui est très, très puissant. Donc voilà, là-dessus, n'ayez pas de crainte de dire, moi, j'ose pas trop faire des tarifs, etc. Alors, soyez pas dans cette dimension-là. Il faut savoir après bien le proposer, bien le mettre en scène, bien le vendre. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça, voilà, ce sont des choses qui ont pu être intéressantes. Un point aussi que j'ai pu glaner sur le terrain à l'échelle française, sachez créer de l'offre au niveau de votre produit. Quand je dis sachez créer de l'offre, n'ayez pas sur votre site internet, quand vous appuyez sur la page réservation, n'ayez pas peut-être qu'une photo, qu'un texte. Ayez peut-être plusieurs choses selon vos différents produits. Il ne faut pas en avoir trop non plus, tu n'en as pas 40. Et là, je pense à mes amis activités de loisirs. Il y a des moments, mes amis activités de loisirs, j'ose vous dire que je vois des sites où il y a une page tarif où tu as 45 tarifs. Le truc indigeste, hyper compliqué. Tu te barres du site internet, tu viens pas, c'est mort, c'est fini. Donc sachez ne pas trop en faire non plus, mais sachez ne pas avoir qu'un seul produit, qu'un seul tarif. Il faut aussi créer là. C'est pas que ça va à l'encontre à ce que je disais tout à l'heure par rapport au marketing de la demande et pas de l'offre, mais sachez quand même proposer un minimum d'offres pour donner envie aux Chalands, pour donner envie aux Franciliens, aux Nantais, de venir réellement dans votre exploitation. C'est un cas de figure, voilà, séjour de charme, soirée étape, escapade romantique, privatisation de la maison, etc., etc. À vous, encore une fois, d'imaginer votre propre offre et d'en proposer plusieurs potentiellement. Autre truc plutôt très, très, très facile. Et je sais que je suis assez honnêtement surpris que plus de 6 mois maintenant après le confinement numéro 1, on n'ait pas plus peut-être des masques personnalisés. On a pour la plupart nos masques classiques jetables, les masques bleus qu'on a toutes et tous. Je ne sais pas si à l'échelle du territoire ou à l'échelle de votre propre activité, mettez-le moi dans le fil. Est-ce que ça a entre vous un masque avec, pas forcément que votre logo? Moi, je pense à Beauval. J'étais à Beauval il y a quelques semaines. Ils ont des masques avec un petit sourire de panda, avec les petites moustaches de panda. Je ne vous parle pas de vous transformer en bibendum là. Je ne vous parle pas de vous transformer en bibendum en mettant votre logo partout. Mais est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ont un masque un peu plus personnalisé que d'autres, avec peut-être une accroche territoriale, avec un axe autour de votre produit, autour d'une signature, ou est-ce que vous avez toutes et tous des masques plutôt traditionnels, qui soient jetables ou pas jetables,
mais assez classique, pas personnalisé. Bon, n'hésitez pas à partager un peu d'infos là sur le fil. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être plutôt dans un truc voilà, qui est de l'ordre de la personnalisation que quelque chose qui fait trop hôpitaux ou le masque jetable qu'on a toutes et tous. Ah, Fabienne, tu as ton masque? Ah bah oui, Fabienne a fait un petit effort. Alors, c'est ton masque ou ta serviette qu'on voit là en rouge et bleu là? Ouais, c'est ton masque. Ok, Non, voilà. c'est un vrai masque, hein. Ok, bon, sympa. Jolie Fabienne, merci pour ce live. Bien joué. Un masque Vendée Tourisme, ça, les couleurs vendéennes, là, tu as la classe. Hein. Surtout avec un territoire comme le vôtre. Hein. La Vendée, voilà, c'est un peu comme le Pays Basque. Hein. Il y a des marques fortes au niveau touristique et là, il y a de la valeur. Donc voilà, bon, ça, c'était un petit point. Autre chose facile à mettre en place. Autre chose facile à mettre en place. Alors, ça, c'est valable pour tout le monde. Activité de loisirs, hébergement, restauratrice, restaurateur. Est-ce que vous connaissez, pour certains d'entre vous, une marque, un site qui s'appelle France Voyage? Je vous le mets dans le fil. Est-ce que France Voyage, ça vous dit quelque chose? Là, je pense peut-être plus à mes meublés de tourisme parmi vous, à certaines peut-être chambres d'eau du territoire qui sont encore là avec nous ce soir. Est-ce que ça vous dit quelque chose, France Voyage? Bon, mettez-moi oui ou non. Si ça ne vous dit rien, bah, je vous l'explique et je vous l'apprends. Il va falloir que vous regardiez du coup ce site France Voyage, plus l'outil qu'ils ont créé, il s'appelle Notre Guide. Notre Guide, c'est ce truc-là. C'est un livret d'accueil numérique. Bon, je pense que vous avez toutes et tous à l'échelle de votre prestation un livret d'accueil papier, que ça soit des fascicules, des dépliants, des copains, des copines, des confrères, des consoeurs à côté de chez vous, que vous allez vouloir mettre en avant et avec qui vous travaillez. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ouais. Bon, c'est bien si c'est actualisé. C'est bien si c'est pas trop poussiéreux. C'est vrai qu'il y a des moments, certains hôteliers, j'en profite parce qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Il y a des moments, les hôteliers, ils ont des vieux fascicules pourris avec des mouches mortes d'il y a 15 ans, quoi. Avec des toiles d'araignée, c'est pas possible. Il y a écrit activité qui est fermée depuis 12 ans, qui mettent en avant, non, c'est pas possible. Ah. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours vos supports papier, plutôt dans la qualité que dans la quantité. Vous n'êtes pas office de tourisme. Hein. Magali, son équipe sont office de tourisme. Vous n'êtes pas office de tourisme. Quand je vous dis ça, c'est plutôt la qualité qu'il faut travailler que la quantité. L'idée, c'est de transformer ce support papier-là que vous avez physiquement dans votre activité en mode un peu plus numérique. Et c'est ce que propose notre guide France Voyage. C'est un truc qui coûte honnêtement que dalle. De mémoire, je crois que c'est 40 ou 50 euros par an, pas par mois. C'est 40-50 euros par an. Si en plus Magali ou le territoire négocie, bon, je suis sûr que vous pouvez faire, pas forcément le tarif baissé, mais vous pouvez avoir peut-être des mois de gratuité pour l'utiliser. L'idée, c'est encore une fois transposer votre support papier en mode plutôt numérique pour que le voyageur puisse préparer son séjour avant même qu'il soit chez vous. Ou que quand même il soit chez vous, il ne va peut-être pas vous harceler autant qu'avant par téléphone, par SMS. Et c'est un outil que tu vas pouvoir lui proposer, comme on le voit ici avec cet exemple, les services que tu proposes sur place, dans ton camping, dans ta chambre d'hôte, dans ton restaurant, dans ton activité de loisirs, qu'est-ce que tu proposes réellement sur place? Le calendrier des événements locaux, la météo, le tourisme, les loisirs aux environs. Heureusement, là aussi, il y a les urgences. Ah bah les urgences, oui, bah, ça devient un point important. L'hôpital, les services, la médecine, les infirmiers, infirmières du territoire, etc. etc. Voilà. Donc honnêtement, c'est un outil qui est pour moi un truc hyper intéressant. Encore plus que sachant qu'avant, ça coûtait 1000 euros pour faire ce genre de truc. Maintenant, ça coûte absolument rien. On est, je pense, toutes et tous concernés et ça peut apporter une vraie valeur ajoutée sans évidemment tuer la relation humaine que vous avez avec vos voyageurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit outil qui peut être vraiment pertinent pour l'ensemble de vous, indépendant de votre activité. Maintenant, on va se projeter sur l'année prochaine. Ouais, chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, vous n'en avez pas non plus, personne n'en a, même le gouvernement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Plus le temps passe, plus notre boule est un peu plus précise, mais on ne sait pas réellement. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, hein, ce qui a été bien dit tout à l'heure par Joël, Maxence et Magali, ce que j'ai pu aussi vous conforter et confirmer. Pour moi, je vois deux chemins, deux directions. Une pas terrible, en tout cas qui ne me concerne pas du tout, c'est celle-ci. Oh là là, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que vous voyez dans l'image là?
partagez vos impressions sur le fil de conversation. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? C'est quoi tout ça là? Oh là là, mais ça fait peur, non? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est quoi cette direction-là que certains professionnels vont prendre? Et vous allez voir que ce n'est pas forcément notre direction, hein. En tous les cas, je ne vous la souhaite pas trop. Barbara, tu me dis en effet un robot. Ouais, bien vu Barbara, celui-là, il est facile ce robot-là. Et là, c'est un dinosaure, oui, bien joué. Et c'est un robot dinosaure. Et là, c'est un humanoïde. Donc, on a l'impression que c'est une japonaise, mais en effet, c'est un robot, quelque part. Donc là, on est dans une relation qui est vraiment pas humaine, qui est robotique. C'est vrai que ça peut nous faire marrer. Moi, le premier, honnêtement, je rigole parce que je n'ai pas envie d'être confronté avec ça. C'est sûr que par contre, si tu vas dans des aéroports, par contre, si tu vas peut-être dans des destinations spécifiques, dans des hôtels, dans des hôtels d'aéroport, etc., voilà, tu vas peut-être dans un délire comme ça, du complètement connecté, du digital, du domotique, de la non-relation humaine. Bon, mais attention, moi perso, ça me fait ça, la réaction. Moi perso, c'est ça ma réaction face à ça, hein, honnêtement. Bon, voilà, ça me fout un peu la gerbe. Mais on y va, quoi. On y va. Et encore plus avec la Covid. Encore plus avec la Covid. On voit dans les restaurants les QR codes. Euh, euh, et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, parce que ça répond à une problématique sanitaire, mais il faut faire attention que ça ne va pas perturber les prochaines années, qu'on ne soit pas non plus dans un délire de trop de digitalisation, trop de robotique. On préfère que ça soit géré par les Japonais ou par les Chinois, ce truc-là, quoi. Hein, aujourd'hui, en Chine, tu as des hôtels 100% robots, où il n'y a plus d'humains, quoi. Voilà, le ménage est fait par les robots, le room service, c'est des robots, l'accueil, c'est des robots, etc., etc. Catastrophique, ok? Sans surprise, l'autre route qu'on va plutôt prendre, c'est celle-ci. D'accord? Hein, l'autre direction qui est plutôt un terreau favorable, je vais dire à l'échelle là, nationale, française, et qui nous correspond bien à l'échelle de notre territoire vendéen, un grand littoral, c'est l'authenticité, le plaisir, la relation humaine, l'accueil, le durable, le responsable, la qualité, pas la quantité. Voilà, c'est là où il faut absolument qu'on aille toutes et tous ensemble. Maintenant, je vous donne une chose, et puis le bonus, malheureusement, je pense qu'on va devoir l'oublier parce que le timing est nickel. Mais bon, j'aurais aimé qu'on commence à 18h30 et on a commencé à 18h45. On m'a gratté 10 minutes là, je suis dégoûté. C'est pas grave, tant pis. C'est de ma Maintenant, faute. pour Pardon. demain, il y a 3 choses qu'il faut absolument travailler pour votre structure. Quand je dis demain, c'est maintenant, c'est dans les prochaines semaines, c'est l'année prochaine. C'est tout faire pour créer la confiance. Et quand je dis tout faire pour créer la confiance, c'est en partie ce qu'on a vu. Okay, en partie ce qu'on a vu et ce que vous allez pouvoir voir dans le bonus de la 3e mi-temps. Là. Hein, ça sera ce soir, ça sera demain, ça sera quand vous voulez dans les prochains jours. Première chose, c'est créer la confiance. C'est ce qu'on a vu et aussi dans le digital. Ce que disait tout à l'heure Magali. Ce sont les avis clients, c'est votre réputation, c'est donner envie à votre voyageur. Bon, c'est tous ces sujets-là. Le mot confiance, c'est très important versus le doute. Le doute, c'est votre pire ennemi. C'est le pire ennemi du voyageur, du consommateur. Donc la confiance par rapport au fait que les conditions d'annulation soient peut-être plus flexibles, votre tarification plus adaptée, vos photos de qualité, etc., etc. Et les avis sur Internet. Ensuite, la sécurité, on en a parlé. La sécurité sanitaire, le protocole, l'importance qu'il soit certain, quand il viendra dans votre destination, qu'il soit justement dans un risque le plus faible possible par rapport à son intégrité physique. C'est un argument, c'est un point qui est fondamental, qu'il faut bien avoir dans votre argument commercial. Et le dernier point majeur, toutes les études le prouvent, et encore plus pour l'année prochaine, c'est la RSE. À vous de vraiment travailler ce sujet-là, hein, avec vos acteurs locaux, avec vos partenaires, avec vos institutions, avec votre office de tourisme, c'est ultra important. Hein, pour moi, sans être encore une fois, je n'ai pas toutes les idées, je n'ai pas une boule de cristal, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai un petit peu de regard à l'échelle globale de la France sur nos différents métiers. Mais pour moi, c'est les 3 promesses auxquelles il faut absolument vous répondiez pour justement avoir une clientèle demain qui vienne et revienne surtout sur votre territoire. Donc maintenant, je vais me taire et je n'ai jamais été aussi précis sur le timing me concernant. D'habitude, c'est sûr que je déborde un peu plus. J'aurais aimé déborder, mais je dois être auto-censuré. Le bonus, j'insiste, vous le verrez tranquillement dans les prochains jours. Maintenant, j'arrête le partage d'écran. Comme ça, on va toutes et tous être ensemble. Voilà.
Comme ça, je récupère devant parce que depuis tout à l'heure, j'ai un double écran, donc c'est un peu en mode torticolis. Alors, bon, je vais finir là-dessus. Je sais que c'était dense, d'une part, intense. Je sais que vous n'étiez pas toutes et tous concernés par l'ensemble des propos. C'est aussi de la difficulté d'un exercice comme celui-ci, hein. Vous êtes toutes et tous différents. On avait du loisir, on avait de l'hébergement, on avait de la restauration, on avait nos chers amis élus également qui étaient présents. Mais l'objectif pour moi, c'était que vous puissiez chacun piocher dans mon intervention. Il y a de la frustration généralement à la fin de l'intervention parce que j'aurais pu aborder plein d'autres sujets qui auraient été aussi assez intéressants sur l'aspect plus vente en ligne, référencement Internet, distribution, etc. etc. Mais voilà, à vous de jouer maintenant, quoi. À vous de jouer. Il y aura le webinaire qui est enregistré, il y aura le support qui sera transmis. Donc, c'est qu'un début. C'est peut-être un petit coup de pied au cul que j'ai pu mettre à certains d'entre vous. J'ai pu rappeler des choses pour d'autres. Maintenant, il y a évidemment Magali et son équipe aussi qui seront là avec vous dans les prochaines semaines, donc pour accentuer tout ce qu'on a pu voir aussi ensemble ce soir.